bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un sujet fascinant, la manifestation. On connaît un peu le scénario, hein. On vise un objectif, genre améliorer sa situation financière, on visualise, on y met du cœur, Oui, et puis on regarde autour et rien ne bouge vraiment. C'est frustrant. Et justement, les sources qu'on analyse, des extraits de la chaîne YouTube MG Méditation, elles insistent là-dessus. C'est pas comme frotter une lampe magique, quoi. non, pas du tout. Alors voilà, notre but ici, c'est vraiment d'aller voir de plus près comment ces mécanismes de manifestation sont décrits dans ces vidéos. On va décortiquer des concepts comme le décalage temporel, le rôle du subconscient, l'importance de la stabilité émotionnelle, comme ils disent, essayer de comprendre la logique derrière tout ça. C'est exactement ça. L'idée, c'est pas de dire ça marche ou ça marche pas, mais plutôt de comprendre comment ces sources-là expliquent le processus. Quelle est la mécanique qu'elles proposent. On va regarder ça ensemble en essayant de saisir leur point de vue, sans jugement a priori. Parfait. Alors commençons par ce qui énerve souvent, le temps d'attente. Pourquoi ça ne se matérialise pas tout de suite? La première vidéo, elle parle d'un concept clé, le décalage temporel. L'idée, c'est que voilà, la concrétisation, elle n'est pas instantanée après la visualisation. Tout à fait. Et pour expliquer ça, la source pose une distinction assez fondamentale pour son modèle. Elle oppose ce que l'appelle la troisième dimension, notre réalité physique, avec le temps linéaire qu'on connaît, futur, présent, passé, et la quatrième dimension. La quatrième dimension. C'est leur postulat de départ en tout cas. D'accord. Et dans cette 4D, toujours selon la source, toutes les versions possibles de nous existeraient déjà. La version riche, la version pauvre, celle avec un autre job, bref, tout est là simultanément. Ah ouais. Et l'acte de visualiser, mais surtout ils insistent beaucoup là-dessus, de ressentir l'émotion qui va avec une de ces versions. Par exemple, celle qui gagne 10 000 € par mois, eh bien ça permettrait de s'y connecter énergétiquement. Ok, je vois le principe. On se connecte à cette version désirée en 4D, mais ça n'arrive pas direct dans notre salon si je comprends bien. Non, justement. La source explique que cette version choisie, même si elle est envoyée tout de suite depuis la 4D après la connexion émotionnelle, elle doit passer par une sorte de... comment dire? Une atmosphère, un filtre pour arriver dans notre 3D. C'est ça. Et c'est là qu'elle se confronte aux lois de notre réalité physique. Exactement. Et les lois principales qui jouent ici d'après leur explication, c'est le temps linéaire et la loi de cause à effet. La manifestation ne peut pas juste apparaître comme ça, pof, Non, ça doit s'intégrer. voilà. Elle doit s'insérer de manière cohérente dans la trame de notre vie. La source utilise une image, c'est comme si ça descendait progressivement. Ça ne tombe pas d'un coup. Il faut des causes qui amènent des effets. La bonne rencontre, une idée qui germe, une opportunité. L'effet papillon? Un peu. Un peu ça, oui. Un enchaînement logique d'événements. Et, point important, le comment ça se met en place, ça serait géré par le subconscient. Nous, notre job, ce serait surtout de maintenir l'émotion. Intéressant. Ça nous amène pile au rôle crucial du subconscient. La deuxième vidéo creuse vraiment ce point. Elle présente un modèle assez classique, hein, conscient et subconscient. Oui. Et le subconscient, ce serait lui, le grand Manitou. 95% de processus mentaux, nos habitudes, nos croyances, nos réactions automatiques. L'exemple typique, c'est conduire. On ne pense plus à chaque geste. C'est tout à fait ça. Dans ce modèle, le conscient, lui, il traite les infos nouvelles qui arrivent par les sens. Mais la source lui prête une caractéristique clé, une sorte de naïveté. Naïveté, c'est-à-dire? Eh bien, il aurait du mal à faire la différence entre une info qui vient du monde extérieur, la vraie réalité 3D, et une info qu'on imagine. Mais attention, une info imaginée avec une forte charge émotionnelle. Si l'émotion est là, pour le conscient, ça prend une valeur de réel. Ah, d'accord, je vois où ça peut coincer. Exactement. Si on vit tout le temps des trucs négatifs, les factures qui tombent, le compte qui est dans le rouge, le conscient enregistre ça, c'est ça la réalité. Et à force, ça descend, ça s'imprime dans le subconscient. Voilà. Et ça devient des croyances. L'argent, c'est dur, j'y arriverai jamais, les riches, c'est tous des... Enfin, bref. Et c'est là le cœur du raisonnement de ces sources. Le subconscient, il ne fait pas que stocker. Il agirait comme un projecteur. Il chercherait à manifester ses croyances dans notre vie extérieure. Ah oui, comment? La source évoque rapidement le système d'activation réticulaire. En gros, c'est comme un filtre dans notre cerveau qui nous fait remarquer ce qui correspond à nos croyances ou à ce sur quoi on se focalise. Le subconscient, lui, il serait neutre. Il ne juge pas.
Non, il ne juge pas si c'est bon ou mauvais pour nous. Il manifeste juste l'info dominante qu'il reçoit du conscient. L'exemple classique, c'est la voiture jaune. Tu décides de chercher des Mini Cooper jaunes. Il t'en voit partout. Exactement. Pas parce qu'il y en a plus, mais parce que ton système d'activation réticulaire, briefé par ton subconscient, te les signale. Le hic, c'est que si l'info dominante, c'est «je manque d'argent», On va remarquer et attirer tout ce qui confirme ça. D'autres factures, des pannes, des galères. c'est l'idée présentée, oui. On manifesterait plus de ce qu'on croit être vrai, au fond. D'accord. Logique implacable, si on suit ce modèle. Mais alors, comment on inverse la vapeur? Comment on change ce programme? Alors, la deuxième vidéo propose une méthode assez claire. Image plus émotion plus répétition. Image, émotion, répétition. Oui, il ne suffit pas de penser vaguement à ce qu'on veut. Il faut créer une image mentale, une scène précise, vivide. Et surtout, se connecter au ressenti. Comment on se sentirait si c'était déjà là? Pourquoi l'émotion est si importante? Parce que, selon leur logique, une image seule, sans émotion, le conscient la traite comme une fantaisie. Ça manque de poids réel. Par contre, si on couple l'image à une émotion forte, authentique, et qu'on répète ça, On utilise la naïveté du conscient? voilà, il finit par se dire « Tiens, cette scène imaginée et ressentie, c'est peut-être bien réel finalement. » Et il transmet l'info au subconscient comme une nouvelle donnée à prendre en compte. La vidéo donne un exemple, je crois. Oui, un exemple assez concret. S'imaginer non pas juste voir l'argent sur le compte, mais vivre une scène qui symbolise l'abondance pour soi. Genre, une villa, un petit-déj face à la mer. Par exemple. Mais l'important, c'est pas tant l'image que le ressenti dans cette scène. Se sentir comment? Serein, joyeux, en sécurité. C'est cet état émotionnel qu'il faudrait cultiver, revivre pendant l'exercice, 3 à 5 minutes par jour, pour que ça s'ancre. D'accord. Répéter ce ressenti associé à l'image. Et le résultat attendu, selon cette approche, c'est qu'à force, cette nouvelle information, je vis ça plus je ressens ça, devienne la nouvelle croyance dominante du subconscient. Il finirait par intégrer « Ah, apparemment, je suis cette personne qui vit dans l'abondance. Et une fois que le subconscient a intégré ça, » Eh bien, il chercherait à aligner la réalité extérieure sur cette nouvelle croyance. C'est là qu'il commencerait à nous servir des opportunités, une idée de génie, la bonne personne au bon moment, une proposition inattendue, des trucs qui nous mettent concrètement sur la voie. ce qui nous ramène au temps. Parce que même si on fait tout ça, il y a ce fameux décalage temporel. La première vidéo dit que le facteur numéro 1 pour réduire ce délai, c'est la stabilité émotionnelle. C'est quoi exactement? Alors ça, c'est vraiment présenté comme le nerf de la guerre, le plus gros défi. Pourquoi? Parce que pendant qu'on essaye de manifester notre nouvelle réalité, l'abondance par exemple, L'ancienne continue d'arriver. exactement. Les résultats de nos anciennes pensées, de nos anciennes émotions, souvent négatives, souvent inconscientes, elles continuent de se manifester. Elles aussi ont leur propre décalage temporel. L'exemple donné est typique. Tu visualises tes 10 000 € par mois et paf, tu reçois une facture imprévue de 300 €. Ah oui, le test. Le coup classique qui te fait douter. Voilà. Et le piège, selon la source, c'est notre réaction à ça. Si on réagit comme l'ancienne version de nous, En paniquant, en râlant, en se disant « j'ai pas de bol ». oui, cette réaction émotionnelle négative, elle est très puissante. Elle envoie un message super clair au subconscient, ou à la 4D si on reprend leur modèle. En fait, ma vraie réalité, c'est le manque, les problèmes. Et hop, on renforce l'ancien schéma et on retarde, voire on annule l'arrivée du nouveau. Ouch! C'est subtil. Carrément. Du coup, la réaction préconisée demande un vrai effort conscient. Face à la facture de 300 €, il faudrait faire une pause et se demander « Ok, comment la personne que je veux devenir, celle qui gagne 10 000 €, réagirait face à ça ?» Probablement avec plus de calme, j'imagine. Sans doute avec calme, peut-être un léger agacement, mais pas de panique. 300 € pour cette version de nous, ce n'est pas un drame financier. Le travail, c'est donc d'incarner cet état de calme et de confiance maintenant, même si les circonstances crient le contraire. Donc, on paye la facture, mais intérieurement, on reste connecté à l'émotion d'abondance. C'est l'idée. On essaye de rester aligné émotionnellement avec la version désirée, malgré la réalité présente. Et cette attitude aurait des conséquences importantes d'après la source. Lesquels? D'abord, ça prouverait au subconscient qu'on est déjà cette nouvelle personne. Pas juste pendant 5 minutes de visualisation, mais face aux aléas du quotidien. C'est un signal fort de cohérence. D'accord.
Ensuite, en ne nourrissant pas les anciennes réactions négatives, la panique, la frustration, on ne leur donne plus d'énergie, on évite de les renforcer et de bloquer ce qui essaye d'arriver. On crée en quelque sorte une compatibilité énergétique avec la nouvelle réalité. Et ça accélérerait le processus? C'est ce que la source suggère, oui. Cette maîtrise émotionnelle permettrait à la manifestation de descendre plus vite et de s'intégrer plus facilement dans notre 3D. C'est comme ça qu'on pourrait activement raccourcir le décalage temporel. C'est exigeant, mais la logique se tient, hein, dans leur cadre. Et juste pour finir le tour d'horizon, la deuxième vidéo parlait aussi des affirmations positives. Je suis riche, ce genre de choses. Ça se situe où là-dedans? Alors, selon la source, ça repose sur le même principe de base, la répétition pour reprogrammer le subconscient. Mais c'est souvent vu comme potentiellement moins rapide ou moins efficace que la méthode image plus émotion plus répétition. Pourquoi donc? Peut être plus difficile de ressentir vraiment l'émotion en disant juste une phrase, surtout si elle est très loin de ce qu'on vit. Ça peut sonner faux, même pour nous. Du coup, ça manquerait de cette composante émotionnelle jugée essentielle pour vraiment convaincre le conscient et, par ricochet, le subconscient. Ça marcherait plus par la force de la répétition seule. D'accord, moins complet en quelque sorte. Moins complet, potentiellement, oui, selon cette approche spécifique. Bon, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, d'après ces extraits de MG Méditation, la manifestation, c'est pas de la magie instantanée. C'est un processus qui implique à fond le subconscient et notre état émotionnel. C'est ça. Il y a un décalage temporel, c'est normal, c'est le temps que ça s'intègre dans notre réalité physique. La clé pour initier le changement, c'est la visualisation, mais surtout l'émotion qui va avec et la répétition. Oui. Et le vrai levier pour accélérer les choses, ce serait notre capacité à rester stable émotionnellement, à réagir aux événements présents, non pas comme on est, mais comme on veut devenir. C'est une excellente synthèse de leurs propos. Et ça ouvre une réflexion intéressante, je trouve, qui découle de tout ça. Si on prend leur postulat de base même, juste comme une expérience de pensée, qu'on manifeste constamment notre réalité, consciemment ou pas, par nos pensées et surtout nos émotions dominantes. Qu'est-ce que ça impliquerait de porter une attention plus délibérée à notre état intérieur au quotidien? Pas juste pendant les 5 minutes d'exercice, mais tout le temps. Observer et peut-être choisir un peu plus consciemment la couleur émotionnelle de nos journées face à ce qui arrive. Ça va au-delà de la simple technique là. Oui, c'est une implication plus large. Une piste de réflexion, peut-être, que chacun peut explorer pour soi.